Parchinard, qui est président-directeur général de la société de biotechnologie Transgène. Bonjour. Alors Transgène est une société qui est connue en bourse puisqu'elle est cotée depuis un certain temps. Elle est contrôlée par l'Institut Mérieux, qui est l'actionnaire de référence. Et Transgène a été créé, je crois, dans les années 60-70. Hein. Donc c'est une début des années 80. Ne nous vieillissez pas plus. C'est une ancienne société de biotechnologie par rapport à toutes les sociétés qui arrivent aujourd'hui sur le marché. Alors Transgène développe à la fois des vaccins qui sont des vaccins thérapeutiques et non préventifs, et aussi des virus oncolytiques. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu quels sont le mécanisme de ces produits et comment ils fonctionnent ? Alors, on va essayer de faire simple. Donc, on a effectivement deux plateformes thérapeutiques qui utilisent toutes des virus que nous modifions génétiquement. Et dans un cas, on a des virus qui sont dits non réplicatifs, qui n'ont pas la capacité de se multiplier, mais qui ont la capacité de stimuler le système immunitaire. Donc ce sont des produits qui sont des organismes vivants qu'on injecte sous la peau et qui ont pour but d'induire une réponse dite T, cytotoxique, importante. On a aussi des virus qui sont assez proches finalement, mais dont les modifications génétiques leur confèrent différentes propriétés, qui sont réplicatifs, qui ont la capacité de se multiplier, mais sélectivement dans les cellules tumorales. Là, on parle de virus oncolytiques. Ils sont injectés soit directement dans la tumeur, soit par voie intraveineuse. Et là, on a un double mécanisme d'action. On a le fait que les virus, en se multipliant, peuvent tuer les cellules tumorales. C'est pour ça qu'on les dit oncolytiques. Et aussi, on a démontré que cette mort cellulaire était dite immunogénique. Donc, on a aussi un effet d'immunostimulation. Donc, on a un mécanisme d'action un peu plus compliqué. C'est pas facile à expliquer en 2 secondes. Alors aujourd'hui, est-ce qu'il y a déjà des vaccins thérapeutiques sur le marché et des virus oncolytiques ? Alors il n'y a pas encore de vaccins thérapeutiques enregistrés. Par contre, il y a Amgen a enregistré dans le mélanome, il y a maintenant 1 an et demi, un virus oncolytique qui est actuellement très très proche d'un de nos produits qui s'appelle Pexavec. Donc la classe thérapeutique est établie. Alors justement, vous avez depuis quelques années engagé un vrai virage stratégique, puisque vous développiez avant 2 produits avec Roche et Novartis qui ont été plus ou moins arrêtés, on peut le dire, ces programmes, et vous êtes repositionné dans l'immuno-oncologie. Alors est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu cette nouvelle stratégie et comment elle va vous permettre de gagner de la valeur ? Alors, pour être totalement correct, les produits n'ont pas été arrêtés, mais effectivement, l'immunothérapie, depuis 2-3 ans, est maintenant un domaine bien établi, et il y a une nouvelle classe thérapeutique qui s'appelle des inhibiteurs de point de contrôle immunologique, donc c'est un peu compliqué, ICI, et ces molécules-là, en fait, sont éminemment complémentaires de nos produits. Et donc, ce qu'on a fait, c'est mettre à profit cette complémentarité, cette synergie, pour relancer ces 2 produits, mais pas seulement, toute notre gamme de produits, en fait, dans des études qui visent à combiner nos produits avec cette nouvelle classe thérapeutique. Ces ICI sont aujourd'hui enregistrés dans pratiquement toutes les indications dans les tumeurs solides, mais à quelques rares exceptions, ne donnent des réponses que pour 20 à 30% des patients. Donc c'est un peu comme la chimiothérapie, d'une certaine manière, ça amène un bénéfice, mais seulement sur une partie de la population, et ce bénéfice n'est pas 100% durable puisqu'il n'y a pas de réponse complète. Donc l'objectif, c'est de combiner nos produits avec ces produits dits ICI, afin d'augmenter le nombre de répondeurs et la qualité de la réponse, afin d'augmenter la survie des patients. Parce que les 2 mécanismes se potentialisent, en fait, le vôtre et celui des inhibiteurs de point de contrôle. Oui, on fait souvent l'analogie. Alors c'est évidemment dans le domaine de la biologie, il faut se méfier des simplifications, mais grosso modo, ce que l'on fait nous, c'est appuyer sur l'accélérateur au sens où on crée une réponse immunitaire forte, on crée une armée de cellules T tueuses, et donc on peut dire qu'on appuie sur la pédale de l'accélérateur, mais que les cellules tumorales, pour se défendre, créent des mécanismes qui les rendent invisibles au système immunitaire. Et donc ces ICI, cette autre classe thérapeutique, d'une certaine manière, enlève ce frein, rend les cellules T qui sont induites par nos produits efficaces de nouveau. Donc on comprend bien qu'il y a une complémentarité
assez forte entre ce que l'on fait nous et ce que font ces molécules. D'où l'idée de mettre à profit cette synergie au travers d'études cliniques. Alors vous avez signé des accords de recherche, j'imagine, avec des grands laboratoires. Combien en avez-vous signé ? Alors on a aujourd'hui donc 5 produits en clinique. On a démarré 7 études cliniques, dont la plupart sont des études en combinaison. Et on a signé donc en fin d'année dernière et en début de cette année 3 études avec deux collaborations avec BMS, Bristol Myers Squibb, et une collaboration avec Merck Serono, qui a une alliance avec Pfizer. Donc on a trois collaborations cliniques qui nous permettent de faire ces études de combinaison dans de bonnes conditions à la fois financières, mais aussi avec l'input, enfin la capacité que ce partenaire ont de nous aider à co-rédiger les protocoles, ce qui fait on est à peu près certain qu'effectivement, si on atteint les critères de réponse prévus, on aura des réponses qui seront pertinentes dans une intention partenariale. C'est-à-dire que l'objectif, c'est de signer des accords de licence avec ces laboratoires ? L'objectif, c'est effectivement de faire ces études cliniques et sur la base des résultats que nous aurons en 2018, sur les 5 produits, toutes nos études cliniques vont donner des résultats importants dans l'année qui vient, en 2018. Et sur la base de ces résultats, nous espérons effectivement signer des accords de licence. Et pour vos deux grands produits qui sont TG4010 et TG4001, vous en êtes où en termes de développement clinique et quand est-ce que seront dévoilés les premiers résultats d'efficacité ? Alors, nos 5 produits, d'une certaine manière, sont dans des études exploratoires de phase 2. Donc, c'est des études sur des patients dont on aura des résultats d'efficacité clinique. C'est des études qui font entre 30 et 50 patients en général, sauf une étude qui est en phase 3 pour un des produits. Donc on a quand même un portefeuille qui est assez mature, donc 5 produits, 10 études, dont une phase 3. Et les premiers résultats des études en cours vont arriver pour TG4010 au premier trimestre, et puis vont s'étaler dans le courant de l'année pour les autres produits, les autres études. Donc 2018 risque d'être une année très importante pour Transgène. Et sinon, c'est dans quelles indications en fait ces produits sont développés ? Alors TG4010 est développé dans le cancer du poumon, donc le cancer dit du fumeur. C'est le plus gros marché en oncologie. TG4001 est développé dans un sous-type des cancers de l'oropharynx qui sont causés par une infection virale au virus du papillome humain. On a un développement dans le domaine de l'hépatite B pour traiter des patients qui sont infectés chroniquement par le virus de l'hépatite B, qui sont aujourd'hui bien contrôlés mais qui ne guérissent pas. Les traitements, un peu comme pour les CD1, maintiennent la charge virale à un niveau bas mais n'éradiquent pas le virus. Donc ça, c'est la 3e indication. Pour nos virus oncolytiques, l'indication première pour Pexavec, c'est le cancer du foie avancé. Et pour le dernier produit, TG6002, c'est le glioblastome. Donc on vise principalement les tumeurs solides et un de nos développements est dans le domaine des maladies infectieuses. Et concernant ce fameux virus oncolytique Pexavec, il est testé seul ou en combinaison ? Et à quel horizon est-ce qu'on pourra avoir également des données cliniques ? Alors Pexavec, en fait, il y a 4 ou 5 études qui sont en cours. Les 2 principales études sont une phase 3. Donc la phase 3, comme vous le savez, c'est la dernière étude qui précède, si elle est positive, l'enregistrement du produit. Donc on a une grosse phase 3 mondiale en cours. 600 patients en Europe, qui sont recrutés en Europe, aux États-Unis et en Asie, et dont les résultats seront en 2019. Donc si cette phase 3 était positive, le produit serait enregistré. Et puis l'autre indication importante, l'autre étude pour ce même produit Pexavec est dans la même indication, donc toujours en première ligne du cancer du foie, mais cette fois donc on est en combinaison avec un de ces fameux immune checkpoint inhibiteurs. Donc la phase 3 est en combinaison avec le standard qui s'appelle sorafenib, et la phase 2, dont les résultats seront obtenus l'an prochain, est en combinaison avec nivolumab, donc un anticorps développé par BMS. Alors les droits de Pexavec, je crois, sont partagés avec une société coréenne. Sur quelle zone géographique ?
Et comment peut-on expliquer que cette société, c'est une anomalie impressionnante, donc qui n'a que Pexavex, c'est-à-dire votre produit dont elle partage les droits, vous nous direz sur quelle zone géographique, soit valorisé plus de 4 milliards, je crois. 6. Plus de 6 milliards, uniquement avec les droits de ce virus oncolytique, partagé avec Transgène, alors que Transgène vaut aujourd'hui 150, 160 millions. Oui, il y a une petite asymétrie. Donc effectivement, si la gène a les droits du produit Pexavec aux États-Unis et en Asie, on va dire, sauf la Chine, et nous avons les droits en Europe. Alors il faut savoir en plus, ironie de l'histoire, c'est que le marché du cancer du foie en Europe, c'est l'exception en oncologie parce que c'est la seule, d'habitude c'est le contraire, le marché du cancer du foie en Europe est 2 à 3 fois plus important qu'il ne l'est aux États-Unis. Donc on se retrouve dans une situation un petit peu bizarre, c'est un euphémisme, où nous avons les droits pour un marché important d'un produit, avec un partenaire qui lui a les droits pour un marché ci beaucoup plus petit, qui n'a que ce produit alors que nous en avons 4 autres, et qui vaut 6 milliards alors que nous valons 150 millions. Voilà. Donc je pense que la vérité se situe entre les deux. Juste pour information, pour quelle raison ce marché était beaucoup plus important en Europe? C'est lié au mode de consommation ou... Les principales causes de l'hépatite sont de cancer du foie sont les hépatites et l'alcool, grosso modo. Et il se trouve qu'en Europe du Sud, on a un peu plus, on a une épidémiologie qui est plus forte. Et juste une petite question financière pour terminer. Donc, où en êtes-vous en termes de trésorerie? Parce que je crois que vous venez de lever 15 millions. Quelle est votre visibilité financière? Alors on vient d'étendre notre visibilité financière à mi-2019 qui couvre tous les points d'inflexion que l'on vient de citer, puisqu'on aura pendant l'année 2018 donc, tous ces résultats cliniques qui vont tomber. Donc c'était important d'avoir une visibilité financière qui allait au-delà de l'obtention de ces points d'inflexion. Donc on a annoncé notre situation de trésorerie à fin septembre qui était de 40 millions, donc on en a levé 15 de plus. Et donc on a des dépenses de trésorerie annuelles qui se situent entre 25 et 30 millions. Pour vous donner l'ordre de grandeur. Donc mi-2019 comme échéance financière, avec l'objectif d'ici là d'établir des partenariats qui renforceront la position de trésorerie de la société. Très bien, merci beaucoup. Je ne sais pas s'il reste quelques minutes, si vous avez des questions pour M. Archinard. Dans le cadre de votre dernière levée de fonds, qui sont vos investisseurs ? Alors, c'est une très bonne question. Donc, l'Institut Mérieux, qui est notre actionnaire de référence, a participé au dernier refinancement. Mais l'idée, c'était au-delà de faire cette augmentation de capital et d'augmenter notre bilan, c'était de faire aussi rentrer des actionnaires dits spécialisés et principalement des fonds américains. Donc, c'est ce que nous avons fait. Donc la plupart des nouveaux investisseurs sont tous des fonds spécialisés et très principalement des fonds nord-américains. Je crois qu'on nous fait signe que c'est la fin. Merci de votre temps et de votre attention.